tu amènes ta chaise. Toi, tu amènes ton truc. Un constable, Smith. Alors, un comptable va amener. Ça serait bien que Smith amène ça. Smith, tu amènerais ça. Un constable amène la grille. L'autre constable amène le tabouret. Et moi, amène son. Savait ses chansons par cœur. Il cherche avec trop d'insistance. Tous les riches tiraient leur splendeur. Vous l'avez jeté loin en exil. Et puis le soir est descendu. Regardez ce qui s'est passé. C'est sa curiosité qu'il a perdue. Bien l'œuvre qui s'est embrassée. Pourquoi on répète pas? Non, pas de texte. Il rentre, t'es en place. Madame Polymakis, je voudrais vous parler. Ah oui. Ah d'accord. Non, Il sort, et tu peux, voilà, et tu peux le regarder. Tu peux le regarder, mais je suis déjà là, pour nu. Alors ça se verra pas de dos, mais c'est pas grave, mais c'est bien, c'est pas... Oui. Mademoiselle, Madame Polymakis voudrait vous parler. Madame Makis? Ah. Bonjour madame. Madame, bonjour. Après avoir vu le travail sur la répétition, c'est vrai qu'on savait ce que le metteur en scène attendait justement du jeu des acteurs. Et puis c'est vrai qu'on l'attendait aussi au fur et à mesure de la pièce. On savait ce que voulait le metteur en scène et on a pu constater l'avant et après. Donc cette répétition, c'était pas totalement fini encore. Et donc c'était intéressant de voir ce travail en cours de préparation sur cette scène. Amis à moi, c'est la passion, l'ivresse, l'amour fou qui le conduit à la potence. Ce qui était intéressant pendant la répétition, c'est qu'on a pu voir que chaque détail était vraiment préparé. Et donc, quand on a vu la représentation plus tard, même si on n'a pas spécialement compris tous les choix, on sait qu'il y avait une signification et que tout était vraiment minutieusement préparé. Tout est en accessoire, et donc la prison et tout ça rentre alors qu'on est en train d'enlever la chambre de l'huissier. Vous voyez, tout ça se fait à vue. Sur des textes, à l'époque de Brecht, il faisait un peu comme le cinéma muet, c'est-à-dire qu'il descendait des banderoles sur lesquelles était écrit le tableau qui allait suivre. Alors nous, on a remplacé ça par un personnage, et donc ce personnage qui est là, c'est lui qui annonce qui va annoncer tous les tableaux. Donc il va dire, nous nous retrouvons chez Pichou, machin, et pendant qu'il dit ça, ça change devant vous. Pour faire face à l'endurcissement de l'espèce humaine, l'homme d'affaires Jonathan Jeremiah Pichou avait ouvert une officine. Les plus déshérités prenaient une apparence capable de parler au cœur le plus racorni. Le vestiaire à mendiant de Jonathan Jeremiah Pichou and Company. La discussion qu'on a entretenue avec le metteur en scène, c'est intéressant parce qu'en fait il nous a dit que ce qu'il recherchait, il avait des objectifs pour lui, mais son but c'était pas en fait de plaire au public, c'était d'atteindre ces objectifs dont il nous avait parlé. On ne cherche pas à faire joli, on cherche à essayer d'être dans la révolte de l'œuvre, dans son esprit très populaire, au sens où on accroche le public par le récit, par le contenu, par le climat, vous voyez, plus que par la psychologie. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Pichum, Braun, qui sont quand même, et Maki, qui sont les corrompus, qui sont... ils sont dans une cruauté, dans une méchanceté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça apparaît être un monde qui n'existe pas, puisque c'est le monde des gueux, sauf que vous montez d'un cran, vous trouvez la même chose en haut. Hein. Moi, l'âme, le détrousseur de grand chemin, vous voyez ce que je veux dire. Il est rare que j'ai fait un coup de filet sans lui en remettre à lui, mon ami. Il part non négligeable. Et lui,
le chef suprême de la police, il est rare qu'il ait... Retire ce couteau de ta bouche, Jacob! Il est rare qu'il ait organisé une rafle sans me faire parvenir à moi son ami d'enfance. Un discret avertissement. Ça repousse sur la réciprocité. Retenez la leçon. Ça, c'est une amitié véritable. Hein? Shiraz authentique. De la compagnie orientale. Oui, c'est là que nous nous fournissons toujours. J'espère que cela ne peut pas te poser de désagréments dans ta position. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser, Mac. Bon, il faut que je m'en aille. Je ne sais plus où donner de la tête. Monsieur et Madame Pichou descendent à l'avant-scène et se mettent à chanter. La musique commence. Éclairage de son, lumière dorée. L'orchestre est éclairé par une guirlande de couleurs. 2 lampes descendent des cintres au bout d'un fil et l'on écoute le song à la place. À la place. À la place. Le personnage que j'interprète dans l'opéra de Katsu, il est typiquement, en fait, typiquement brechtien, puisque c'est lui, en quelque sorte, en plus des songs, mais il rajoute à le fameux effet de distanciation de Brecht, puisque en fait, il raconte les didascalies qui sont écrites dans l'opéra de Katsu. Ça provoque cet effet de distanciation. Et l'on écoute le premier final de Katsu sur l'instabilité des choses humaines. Ce personnage donc auxiliaire qui paraissait justement lire les didascalies que le lecteur traverse en lisant la pièce, je trouve qu'il a été particulièrement bien inséré dans la mise en scène de Monsieur Laval, puisque par moments il était en relation avec d'autres acteurs et en même temps il s'adressait très clairement au public, et donc on avait une sorte de continuité, même s'il y avait distanciation évidemment, c'était un instrument de la distanciation. Lucie revient avec des petits fours. De la distanciation avec Polly qui, au moment de son mariage, qui s'adresse directement au public en lui faisant comprendre qu'elle est au courant qu'il y a un public et qu'elle n'est pas vraiment, que c'est une pièce de théâtre, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Étaient assis les messieurs qui se moquaient d'elle. Ah, vous pouvez aussi rire, hein, pour que ce soit plus ressemblant. Si vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas. Brecht, c'est un genre assez étrange dans le sens où, comme nous le dit Jean Daniel souvent, ce qui prime, c'est le récit. Et les personnages sont des piliers du récit, mais c'est pas vraiment des gros plans sur chacun qui sont intéressants, c'est vraiment une vision très globale en fait qui est passionnante. Pas de nuance, dit pas de, j'ai envie de dire pas de psychologie, pas de deuxième degré. L'image doit exprimer ce qu'elle a à dire. Il n'y a pas de signifiant subtil qui laisserait entendre un débat. Au fond, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat avec lui. Voilà, un méchant est un méchant. Ferme-la! Tu peux placer tes obscénités chez ta Kitty. C'est exactement le genre de traînée à qui ça plaît. On va défendre la colère, par exemple. Sur une scène, on va faire la colère. Elle peut être avec des pauses, des temps morts. Une autre scène, ça va être la douceur, ça va être le mensonge, voilà. Et finalement, en s'investissant comme ça, un peu, à manière Stanislavski, sur son personnage, ça peut être intéressant. C'est à toi que je voudrais devoir la vie. Oh, répète-le. Le personnage de Lucie, Lucie, il frise un petit peu l'outrance, comme tous les personnages d'ailleurs de cette pièce. Il y a une espèce de distance. Il y a vraiment, pour une fois, du jeu en plus, qui amène un peu une distance, la distanciation de Brecht. Les musiques que je choisis Kurt Weill pour servir le texte de Brecht seront très séduisantes car elles reprennent des airs célèbres de l'époque. D'abord, c'est le prémisse du jazz en 1930. Il y a donc des foxtrots, il y a aussi des tangos, il y a des valses. Cependant, pour non pas servir le beau mais servir le sens, il va introduire dans ces musiques des ruptures,
des dissonances, il va introduire des paroles très violentes et qui vont permettre aux spectateurs de toujours rester à distance finalement de la situation. Le chef d'orchestre en fait était placé inhabituellement sur le côté de la scène, mais aussi en avant des acteurs. En même temps, il commandait l'orchestre qui était dans l'arrière-scène. Même pendant une chanson, il fait partie de la scène. Il y a donc Jenny qui va s'asseoir sur ses genoux et qui chante. Qui lui chante avec lui. Prétentieux, qu'en est-il advenu? Honoré à l'égal d'un dieu. Le fait même d'être présent sur scène, voilà, côté jardin en permanence, finalement sert ce désir de distance. Parce que rien n'est caché, tout est montré, tout est objectif pour le spectateur. Ça, c'est très important. Et à tel point que moi-même, à un moment donné, je suis non plus le chef d'orchestre, mais je suis le chef d'orchestre corrompu par la situation, symbolisant finalement ce monde terrible où tout le monde est tiré vers le bas, tout le monde devient une ordure. Toi, fils aussi. Et puis le soir descendu, regarde ce qui s'est passé. C'est son audace qu'il a perdu. Il a requis sans passer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous allez entendre un opéra pour les mendiants. Et puisque cet opéra a été conçu avec une telle splendeur, comme seuls les mendiants peuvent en imaginer, et puisque néanmoins il devait être si bon marché que les mendiants eux-mêmes puissent le voir, il s'appelle l'opéra de Katsu. Pour moi, ça n'avait pas vraiment l'air d'un opéra, j'aurais plutôt appelé ça une comédie musicale en fait. Enfin voilà, mais parce qu'il n'y a pas vraiment dans les opéras, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des textes et enfin parler vraiment. C'est un opéra, mais un opéra qui se veut un peu dissident entre guillemets, puisqu'ils ont refusé les canons de l'opéra classique de l'époque. Ils ont voulu casser un peu ce qui se faisait habituellement. Je pense qu'il veut vraiment s'éloigner du lyrisme. Il est même en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Pour lui, c'est du divertissement bourgeois. Il est question d'aristocrate, de Dieu. Il est contre Wagner. Et le fait que ce soit des gens du peuple qui parlent, c'est ça qui l'intéresse. Si son col, même en semaine, est bleu, et s'il connaît les bonnes manières, moi, je lui dirai non. Et je garderai la tête haute et je resterai distante. Très souvent, il faudra quitter la ligne mélodique écrite pour aller vers du parler. On appelle cela le parler chanté. Ça, c'est une des techniques principales pour prendre la distance avec le lyrisme et servir la musique de Kurt Weill. Alors messieurs, alors tous vos rires cesseront et par tous les murs s'écrouleront sur vous. Autre mélodie très célèbre, Jenny des Corsaires, avec ce thème de départ. Ce jour-là, vers midi, 200 hommes débarqueront et dans l'ombre ils avanceront. Un compositeur banal de piano-bar aurait pu écrire quelque chose comme cela. De plus étrange encore et de plus tendu, de plus strident, plus amer, puisqu'il va encore une fois dissocier les deux mains. On va avoir un accord mineur à la main droite et à la main gauche une note qui n'a rien à voir, et en plus dans un autre style, donc le mélange va être très intéressant.
me donner un penny, je le prends sans manière et je grelotte dans mes loques dans ce vieil hôtel miteux. Vous avez aussi un magnifique tango. Il va le pervertir ici. Oh. À la poubelle. Ensuite de toi, je me suis retrouvée grosse. Alors on faisait comme ça, je me mettais sous œil. Parce qu'il ne voulait pas abîmer le gosse. Et rapido, il a fini à la poubelle. Vous vous rendez compte qu'avec une musique si rythmique, si entraînante, Kurt Weill nous fait avaler des couleuvres de textes extraordinaires, puisque voilà, Mackie et Jenny sont vraiment dans les profondeurs de la bassesse et de l'atrocité humaine, et tout cela se fait au rythme du tango. Il devenait méchant. Il me disait, je te mets ta bague au bout. Va pour la bague, on peut s'embrasser. C'est un chant très inspiré aussi de la couleur des personnages. Donc c'est pas des notes pour jouer des notes, du chant pour jouer du chant. C'est très interprété, Kurt Weill, très interprété. On est on n'est pas seulement dans la mélodie, on est vraiment dans la situation, dans l'humeur du personnage. Et c'est ce mélange de jeux qui finalement nous aide, nous les comédiens. Victoire! Victoire! Quand au final, c'est un véritable canular d'opéra, puisqu'il se moque du grand opéra qui fait venir les solistes les uns après les autres pour faire un grand effet. Là aussi, on a cet effet-là, mais dans quelque chose de burlesque, complètement délirant, surtout en comparaison avec l'atrocité qui a été déployée pendant plus de 2 heures de spectacle. Et en réalité, plutôt triste, les héros du roi ne pourraient pas si souvent en les opprimer veulent rendre coup pour coup. Aussi ne réprimez pas trop durement le crime. À notre exemple, il ne faut se résoudre, mais prier Dieu que tous veuillent absoudre. Les ombres du visage, des visages des acteurs fassent des formes sur leur visage qui leur donnent des airs particulièrement féroces ou particulièrement réels. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur celui qui annonce les didascalies. Il avait un air, en plus de ses sourcils peints en noir et beaucoup de blanc sur le visage, ça lui donnait un air assez diabolique. Dans ce maquillage où on a voulu donner cette force de l'expressionnisme allemand, cette force elle est donnée par le trait, en fait, par ces traits qui sont au niveau des sourcils, qui sont au niveau des yeux, très prononcés, très longs, très étirés. Je suis allé me documenter à travers d'images et de films de cette période expressionniste, ou en tout cas telle qu'on se la représente. J'ai donné des consignes aux comédiens pour le maquillage, qui est très outré comme on peut le retrouver dans le cinéma muet. Toute la famille Pichou, mais avec les yeux extrêmement noircis, charbonneux comme on disait à l'époque. Évidemment, les prostituées sont elles aussi que dans des tons de rouge, d'orangé, de rose. Mackie lui est très poussé, un petit peu comme le personnage d'Orange Mécanique par exemple, hein. C'était une de mes références.
Ça fait penser un petit peu à Stanley Kubrick et Orange Mécanique, notamment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans les passages sombres, I'm singing in the rain. Et voilà. Pour les costumes sur l'opéra de Katsu, j'ai travaillé sur une palette de couleurs et de formes très très large. Il y a d'une part l'univers de Pichoum, du vestiaire des mendiants, qui là est travaillé que dans des tons de brun, de gris, de noir, de vert de gris. Il y a tout l'univers du lupanar, des prostituées, rouge, rose, violet, orangé, et des matières au contraire que dans des soies, des satins. Une volière comme ça, rose-rouge. Ah, là je vois un passage sombre et étroit. Et peu d'amour. Là, on s'attache essentiellement aux couleurs, aux atmosphères, au relief des personnages, sans chercher du tout à leur donner une psychologie, une profondeur. On reste dans quelque chose de très imagé, caricatural, qui soit perçu immédiatement à l'œil du public et qui ne soit pas du tout réfléchi, instinctif, organique. Les acteurs n'avaient à jouer qu'avec 2, 3, voire 4 couleurs au plus. Et dans la lumière, on a essayé de travailler sur 3 couleurs. Et dans le décor, on travaille sur 3 couleurs. Alors, il y a évidemment l'aspect symbolique de la couleur. Colère, haine, amour. Et puis il y a l'aspect réel, c'est-à-dire jouer entre le bleu et le rouge du lupanar, le bleu de chez Polylucie, voilà, et le gris de la prison. Comment ça, apporter Poli, Candide. Je veux dire, quand est-il venu vous l'apporter chez vous? C'était une phrase de Michel Bouquet qui disait « La nuance est l'art du pauvre d'esprit ». C'est-à-dire que c'est un théâtre absolument sans nuance. Et qui est un théâtre qui n'est qu'un théâtre d'humeur, un théâtre d'expression, pour parler d'expressionnisme, et qui, du point de vue technique de Brecht, j'ai le sentiment que c'est la solution qu'il avait trouvée pour parler vraiment au peuple. On parle toujours de théâtre populaire. Mais si on tire pince une seule fois, ça sera la scie. Je vous en prie, monsieur Pichoum, je vous en prie. Dans l'expressionnisme, les peintres, par exemple, cherchent toujours à faire ressortir l'effet cru. Et on le ressent dans la pièce donc par les couleurs, par les maquillages et aussi par la violence des personnages. Quand Maki, par exemple, insulte les bandits. Et on ressent la violence un peu comme dans les tableaux des expressionnistes où tout est en noir et blanc, où c'est toujours des peintures de guerre, où c'est toujours la mort est présente. Un couloir qui mène au gibet. Tous sortent par la coulisse, font court. Et réapparaissent par la coulisse, milieu court, une lanterne à la main. Le jeu des acteurs était beaucoup plus brut, beaucoup plus rageux peut-être et plus fort que dans le film où c'était quand même allégé parce que c'était peut-être censé plaire aussi à un public hollywoodien. Mais dans la pièce de théâtre, on ressentait aussi vraiment la rage de Brecht lorsqu'il a écrit cet opéra de Katsu et qui ne passait pas vraiment dans le film. Quand Maki est sur la trappe, Monsieur Pichoum prend la parole. Cher public, nous y voilà. Monsieur Makis va être pendu, car vous savez bien qu'ici-bas, chacun ne reçoit que son dû.